Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière table ronde sur cette édition du Forum Bordelais. Pour nous accompagner autour de la thématique de la réglementation en laverie libre-service, nous accueillons deux experts, Christophe de Saint-Luc et Nathalie Imbert, que je laisse donc se présenter succinctement. Je vous en prie. Donc Christophe de Saint-Luc, alors moi je suis agent Generali, notre cabinet qui est Actuel Assurance assure de nombreuses laveries sur toute la France. Voilà, juste on travaille en complémentarité avec l'autre cabinet qui est Paris Ouest Assurance qui s'occupe plus des pressings. Bonjour à tous, moi Nathalie Imbert. Donc moi je suis membre du bureau de l'AFL, qui est l'Association française des laveries, et également exploitante de laveries à Paris. Bien, merci et bienvenue à tous les deux. Pour démarrer, j'aimerais simplement qu'on reparte des bases, tout simplement, les bases. Dans une laverie libre-service, quelles sont les obligations en termes de sécurité et d'affichage ? Alors, donc au niveau de l'affichage, il doit y avoir bien sûr un affichage au niveau sécurité, c'est-à-dire un plan d'évacuation au niveau affiché donc dans la laverie. Après tout ce qui est affichage, il doit y avoir un règlement intérieur de la laverie et surtout des notices concernant l'usage du matériel. Ça c'est important. Donc voilà. Et puis le règlement intérieur doit bien indiquer tout un ensemble qui a trait à la sécurité de la laverie. Voilà. Et de l'usage du matériel. Ok. Voilà, il y a d'ailleurs des pictogrammes qui sont obligatoires aussi, notamment pour la sécurité des hublots des machines à laver, des pictogrammes qui sont disponibles sur le site de l'AFL, que vous trouvez sur d'autres sites, et qui doivent être obligatoirement être affichés dans la laverie. Et je rappelle qu'en cas de contrôle de la DGCCRF, de la préfecture ou même de la mairie, les amendes peuvent être assez importantes, puisque nous avons, nous, une adhérente qui, par défaut d'affichage, a eu une amende de 1 500 €. Important de le faire. D'accord, donc on sait maintenant que défaut d'affichage égale amende salée. Des sous. J'aimerais qu'on parle d'un point, à savoir la réglementation qui est relative à l'accessibilité des personnes handicapées. Nathalie, je me tourne vers toi. Alors oui, ça c'est la même chose. Donc les dossiers étaient à déposer de mémoire en 2016. La plupart du temps, dans les laveries libre-service, il y a eu beaucoup ou de dérogations ou d'infaisabilité en fait de la mise aux normes de l'accessibilité handicapée. Par exemple, la plupart du temps, devant la porte des laveries, il y a du mobilier urbain qui est proche de la porte de la laverie, qui empêche l'installation d'une rampe, ou alors la voie de circulation est trop proche de la porte de la laverie. Nous avons aussi, pour les laveries, mis en place des choses simples qui ont été faites par un membre de l'AFL qui était handicapé lui-même, notamment par exemple pour l'accessibilité pour les séchoirs. Quand il y a des séchoirs doubles, on indique bien qu'il y a toujours un séchoir qui est accessible, le séchoir du bas. De choisir des programmes dans les machines à laver qui n'ont pas de prélavage pour pouvoir mettre directement la lessive, de pouvoir payer en sans contact qui est souvent à une hauteur moindre. Enfin, il y a tout un certain nombre d'aménagements qui sont faits, qui peuvent être faits et qui font que on doit se conformer à cette réglementation parce qu'il y a des solutions. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que cette conformité aux normes accessibilité handicapée, finalement... n'est pas une option. N'est pas une option, tout à fait. Oui. D'accord. J'aimerais qu'on glisse quelques mots également sur la norme NF 525, qui normalement doit être quelque chose de connu désormais. Alors, la norme NF 525, moi je pense que depuis la Covid, il n'y a pas eu de nouveauté, j'allais dire, sur l'application de cette norme. Il y a un flou. Il y a un flou qui est un flou de la loi, un flou de l'application de la loi. Certes, les pressings ils sont totalement assujettis. Dans les laveries, il y a une notion de vente au comptoir et de vente de services, donc qui fait que dans l'immédiat, en cas de contrôle, ça se discute. Moi, j'ai pas eu vent depuis un bon moment, tous les contrôles fiscaux, parce qu'il faut en parler aussi de temps à autre, que j'ai pu suivre. Le contrôleur n'a jamais posé la question pour les laveries sur la norme 9525. Je n'ai jamais vu un refus de comptabilité pour le moment. Voilà. Parce que je pense que pour l'instant, ça n'est clair pour personne.
D'accord. Le registre de sécurité. Oui, même pas pour les comptables, comme dit Christine. Non, mais c'est ça, c'est... Donc affaire à suivre. Hein. Affaire à suivre. Alors je me tourne vers Christophe sur le registre de sécurité. Quelques mots également. Alors, le registre de sécurité... Qu'est-ce que c'est déjà? À quoi ça sert? Alors, propre à une laverie, ça c'est peut-être plus... Alors propre à une laverie, bien sûr. Mais le registre de sécurité, il doit être tenu bien sûr légalement pour toute laverie. Après, par rapport à une laverie proprement dit, je ne sais pas, selon les spécificités par rapport au personnel, etc., s'il y a des choses particulières. Si, il y a un registre qui doit être tenu, de façon bi-hebdomadaire, sur laquelle chaque machine à laver doit être ouverte et fermée. Et dans le registre, doit être obligatoirement noté un défaut de serrure, si il existe, avec la date, voilà. Et ça doit être fait de façon bi-hebdomadaire, une fois par semaine, pardon. Et ça devait être quotidien, c'est ça, à l'origine. De première génération. Voilà. Voilà. Une fois par semaine, voilà. Et encore une fois, ça c'est vraiment aussi un travail qui a été fait par l'AFL pour obtenir cet allègement de cette obligation qui était très lourde à assumer pour les exploitants de laverie. Une fois par jour, oui, au quotidien, c'est sûr que ça fait beaucoup. Et on passe à une fois par semaine, c'est pas pareil. D'autant plus si on a beaucoup de laverie. Alors concrètement aussi, ce registre de sécurité doit être tenu à disposition de la DGCCRF, de la mairie ou de la préfecture, sachant que pour ceux qui ont des laveries libre-service, on n'est pas forcément dedans. Dans la vraie vie, comment ça se passe? C'est que le contrôleur prend rendez-vous et on a quelques jours pour lui envoyer tout bien rempli. Et, donc voilà, il faut le tenir bien évidemment, mais on a du temps pour le transmettre. Ok. Alors Christophe, je me tourne maintenant vers vous et j'aimerais savoir si je suis confrontée en tant qu'exploitant de laverie à des spécificités assurantielles. Alors, une laverie peut être... alors, j'avais préparé... Hop. Oh. C'est juste bien au micro. Oui. Que des bonnes nouvelles, dommage à des tiers, alors, incendie. Là, j'arrive pas à revenir en arrière. Bon, c'est pas grave. Donc les laveries sont sujets à différents sinistres. Ce qu'on rencontre le plus, c'est le vandalisme, le bris de glace, dégâts des eaux, ça c'est certain qu'on en a aussi. Et après, il y a tout ce qui est dommages électriques, voire incendies qu'on évoquera tout à l'heure, qui sont plus des incendies souvent soit tableau électrique, soit au niveau des séchoirs. Donc au niveau, je dirais, du bris de glace, malheureusement, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent. Je dirais en matière de prévention, c'est difficile de trouver la bonne solution. Par contre, ce qu'on a, c'est une envolée des coûts de réparation au niveau des bris de glace. Souvent, on était dans des réparations à 600, 700. Maintenant, on voit des réparations jusqu'à un coût de 2000 €. Donc, il y a une envolée des coûts, comme dans différentes choses. Ça veut dire que les franchises ont augmenté alors? Alors non, pas actuellement, mais ça pose, comme pour tout le monde, ça pose des problèmes, puisque nous avons une charge qui est plus importante. Jolie photo. Après, je sais pas où vous voulez. Vous avez une belle photo d'incendie de séchoir, là, c'était ravissant. Alors, on peut revenir, voilà. Ici, ça va là? Alors, je vais revenir juste un petit peu. Voilà. Alors, on va parler aussi du vol et vandalisme. Bon, le vandalisme, c'est souvent sur des machines, c'est sur les embellissements. On a eu sur l'année 2020 des vols de machines, choses que l'on pensait que ça n'arriverait pas, et c'est arrivé. Donc il y a eu différentes laveries qui ont été touchées, surtout sur la région parisienne. J'attire sur l'attention, c'est qu'il y a des contrats, beaucoup sur le marché, qui demandent une effraction des locaux. S'il n'y a pas d'effraction des locaux,
si votre contrat le demande, il n'y aura pas de garantie en cas de vol des machines. Donc c'est important, demandez bien à votre assureur si la garantie est bien acquise lorsque la laverie est ouverte. Voilà, donc au niveau protection, bah, c'est une présence humaine, j'irais, régulière. Système de vidéo, enfin bon, ça vous connaissez, avec une surveillance. Et au besoin, une alarme pour, pendant les heures de fermeture. Bris de glace, on a vu. Dégâts des eaux, surtout, c'est un entretien des machines, un entretien du circuit de tout ce qui est plomberie. Faire attention, des fois on a des petites fuites qui sont pas très importantes, mais dans le temps qui peuvent provoquer des dommages importants. Sur la partie incendie, dommages électriques, donc là c'est quand même le sinistre majeur dans une laverie, parce que donc il va y avoir une interruption de la laverie, de l'exploitation, et ce qui va engendrer aussi une perte de clientèle, puisque la clientèle risque d'aller à la concurrence. Donc c'est un risque qui n'est pas négligeable, donc à bien prendre en compte. Donc c'est-à-dire faire vérifier le circuit électrique. Donc vous avez des organismes qui sont que vous connaissez, qui sont là pour ça. Au moins le faire vérifier annuellement par un professionnel, un électricien. Certains assureurs peuvent demander une vérification par une entreprise agréée, type APAV, etc., avec un Q18. Donc à vérifier pareil sur votre contrat. Donc au niveau des séchoirs, on a quand même cette année et les autres années des incendies donc dans les séchoirs qui sont provoqués le plus souvent par rapport à du linge provenant de la restauration rapide ou autre commerce. Hein. Là j'en ai eu un, c'est un salon de massage tout simplement. Et donc le linge prend feu parce qu'il est gras. Et donc là il faut vraiment mettre des notices pour l'utilisation des sèche-linges. Voilà, et puis bien sûr l'entretien du matériel très régulièrement. Et aussi, si tu peux me permettre, Christophe, il faut plafonner le temps d'utilisation du séchoir. Ouais. Donc à 3 cycles par exemple. Nous, c'est ce que nous faisons parce que la plupart du temps, quand le personnel des fast-food vient faire sécher le linge, ils mettent 1 heure pour avoir la paix, et c'est là que l'incendie se produit. Donc nous, on a fixé à 3 Donc en prévention. Ouais. En prévention, simplement pour recontextualiser et que vous compreniez bien pourquoi est-ce qu'on parle de ça alors qu'on est en train de parler de réglementation. Et ça, c'est important, je me tourne vers Nathalie, il faut qu'on recontextualise ça. C'est que, et Christophe, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais souscrire à des assurances spécifiques, oui, c'est se prémunir vous, mais parce que vous avez des obligations et que nécessairement, je prends un exemple, je sais pas, hein, Nathalie, de laverie libre-service qui est dans une résidence en bas d'un immeuble, je suppose que en tant que locataire, tu as donc aussi une obligation de respecter, ou en tout cas de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts des eaux, qu'il n'y ait pas de risque électrique, incendie. Faire brûler les voisins, ouais, c'est pas autorisé. Ouais. Non mais c'est vrai, tout à fait. Et c'est juste pour recontextualiser et qu'on raccroche bien ça au sujet. Hein. En ERP 5e catégorie, donc rien que cette classement de ERP a des obligations. Voilà. C'est absolument. C'est simplement pour rattacher bien le sujet. Alors justement, dans l'idéal des choses, il faudrait qu'il y ait des extincteurs. Alors je sais bien que tous les exploitants de laverie me disent que c'est très compliqué du fait que après c'est du vandalisme avec les extincteurs, mais oui, il y a 2 choses. Ça se vole et ça sert à vandaliser les laveries. Absolument. Voilà, je sais. Voilà. Mais bon, dans l'idée, normalement, il devrait y avoir des extincteurs. Mais je connais la complexité du problème. Et j'ai pas forcément la solution. Donc voilà, et donc ce que je voulais justement sur tout ce qui est au niveau du local, donc au niveau des règles de sécurité. Voilà. Là, il faut faire très attention à tout ce qui est matériaux
sur les embellissements. Hein. C'est-à-dire que normalement, surtout quand on est dans une copropriété, c'est-à-dire que plafond avec coupe-feu 2 heures, c'est très important. Et Voilà. ça relève donc bien du champ de l'obligation. Normalement, quand vous installez une laverie, enfin, ou un commerce, peu importe le commerce, vous devez avoir une autorisation de la mairie qui va vous demander avec un cahier des charges. Et forcément, dès que dans un immeuble il y a d'autres occupants, il faut que ça soit coupe-feu. Voilà. Et du coup, Christophe, j'en profite, donc je rebondis sur ce que vous venez de dire. On l'a évoqué tout à l'heure, un peu en aparté, sur les particularités auxquelles on peut être confronté selon qu'on exploite une laverie dans un centre-ville ou l'exemple du camping, comme tout à l'heure, justement. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que les contraintes réglementaires sont les mêmes? Alors, je vais parler pour ma partie assurance. C'est-à-dire que la laverie, le matériel est dans un local ouvert mais qui se ferme. Quand c'est dans un camping ou une résidence, hein, ça peut être une résidence, là le matériel normalement est ouvert au public 24 heures sur 24. Voilà. Donc c'est pareil, en matière d'assurance, il faut que l'assureur ait connaissance de l'ensemble des éléments pour savoir s'il garantit bien le vol vandalisme, voire l'incendie, voire les autres garanties. D'accord ? Voilà. Au niveau obligation, après... Donc, est-ce que pour se prémunir... Bien sûr, du matériel professionnel, on en parlait tout à l'heure, on doit utiliser du matériel dédié professionnel, avec toute la sécurité que ça apporte et avec les agréments que ça apporte. Donc, pour mettre un peu les pieds dans le plat, est-ce que pour se prémunir correctement, on n'a pas tout intérêt, quand on est un camping, à installer son matériel dans un local fermé, éventuellement peut-être ne pas le mettre en accès libre 24 heures sur 24, ce qui permet d'être mieux assuré. C'est certain que c'est la nuit qui peut se passer le plus de choses, donc mais généralement, enfin, je veux dire, il y a des campings qui l'ont fait, hein, qui ferment ces parties accès au public la journée, ils le ferment la nuit. Après, chaque cas est différent suivant la complexité. Argument, parce que si en définitive on peut être mieux assuré et mieux couvert simplement parce que on ferme l'accès ou simplement parce que c'est dans un local et non pas laissé libre. Parce que moi j'ai déjà vu des campings dans lesquels la laverie était non seulement accessible tout le temps, mais en extérieur, c'est-à-dire qu'il y avait juste un toit au-dessus qui couvrait. Oui, tout à fait. Voilà. Alors après, il y a certains, les campings évoluent, mais il y a des campings qui sont pas occupés trop de l'assurance de la partie laverie. D'accord. Il faudra un micro, Christine. Mais oui, tu ne voulais pas te joindre à nous, tu aurais dû. Oui, il y a juste une chose à compléter, c'est que si vous mettez le matériel en convention de mise en dépôt, la réglementation, l'assurance est différente. C'est-à-dire que vous restez vous-même propriétaire du matériel, mais vous ne l'assurez qu'en RC, en responsabilité civile. C'est le camping qui se voit obligé d'assurer le matériel, justement, en vol, incendie, dégradation, en tant que matériel confié. Hein, c'est ça ? Oui, alors il y a deux types, il peut y avoir deux types de contrats. Soit, je veux dire, le matériel appartient à l'exploitant du matériel de laverie, donc il va assurer son propre matériel. Soit le matériel appartient au camping ou à la résidence, et là, c'est à eux à l'assurer. Mais de toute façon, ce qu'il faut regarder, c'est il faut demander le contrat de gérance, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, mais le contrat qui est signé avec le camping pour voir comment assurer le matériel. Mais dans tous les cas, dans les conventions de mise en dépôt, je sais qu'on l'inclut, et on demande au camping de l'assurer lui-même en tant que matériel confié. Oui, mais il faut bien voir la rédaction après la rédaction pas du bail, mais... Tout à fait, mais ça avait été fait par l'AFL, il y a une convention qui a été mise en place par l'AFL. Oui, vous avez un contrat type. Et un assureur, voilà. Alors, ça me fait penser à une chose, chose que je n'ai pas évoquée. Oui, pour une assurance d'une laverie, comme tout commerce, faire attention au bail, comment il est rédigé. Alors déjà, le bail, on regarde, ça paraît bête, mais l'adresse... Parce que des fois, on nous donne une adresse, puis il y a un autre numéro, etc., ou 2 numéros, 3 numéros. Donc, en cas de gros sinistre, c'est quand même bien que l'adresse complète soit mentionnée. La superficie des locaux, c'est-à-dire que là, des fois, on nous donne juste la superficie du local commercial, pas de la cave qui est dans le bail ou d'un grenier, etc.
Or, il doit y avoir l'ensemble de la superficie mentionnée au contrat, pour pas avoir une règle proportionnelle si jamais il y avait un gros sinistre. Et puis, il y a la clause d'assurance, où il y a des renonciations à recours, réciproques, etc. Et au besoin, on doit aménager le contrat suivant le bail. Donc, c'est toujours de donner à son assureur les bonnes informations. Voilà, pour bien l'assurer, il faut avoir toutes les informations. Et je voudrais juste revenir 2 secondes aussi sur les incendies dans les séchoirs, où effectivement il y a une recrudescence en ce moment. Et pourtant, la plupart des séchoirs sont équipés du cool-down. Il est important que vous le mettiez en place, ce cool-down. Ce cool-down, c'est les 2 dernières minutes ou 3 dernières minutes, on peut le régler selon les marques, du froid. C'est-à-dire que si vous vendez dans votre laverie, par exemple, pour 10 minutes de séchage, vous pouvez très bien le régler à 12 minutes, mais que les 2 dernières minutes soient froides. Depuis qu'on a ce système de cool-down, on avait quand même beaucoup moins d'incendies dans les séchoirs. Parce que, bon, moi, ça fait 35 ans que je suis dans les laveries. Je vous garantis que des incendies, on en avait vu pas mal. Et alors, cette année, je ne sais pas pourquoi, effectivement, il semblerait que ce soit les snacks, les kebabs, je ne sais pas, qui vraiment ont du linge très gras. Mais c'est restauration rapide. On a parlé de restauration rapide, moi, je veux apparemment. Cette année, on a très déjà gras. 2 séchoirs qui ont pris feu. Faut savoir quand même que ça peut, des fois, on est dans des immeubles, ça peut engendrer beaucoup de dégâts. Oui, de dégâts. Et puis, comme vous disiez, en plus, la laverie, moi j'ai eu le cas d'un site où on nous a coupé le gaz du coup, mais pour remettre le gaz, je vous garantis que la laverie a été nettoyée plus rapidement que le gaz a bien voulu nous remettre en service. Donc, on digresse un peu là. Ouais. Non, mais des sujets, oui, mais qui sont dans la prévention, etc. Mais voilà, le cool-down, c'est une chose, on n'en parle pas beaucoup, mais vraiment, pensez-y de le mettre en place. Non, ce que je voulais dire, par exemple, attention au plomb, l'amiante aussi, parce que quand il y a un incendie, il peut y avoir après des expertises pour savoir s'il y a de l'amiante et du plomb. Et alors là, vous connaissez toute la procédure. S'il s'avère qu'il y a du plomb, de l'amiante, c'est un sinistre qui va prendre beaucoup plus de temps. Donc là, Christophe, je me permets, je refais le lien avec la réglementation. Encore une fois, en théorie, amiante et plomb, on devrait plus rencontrer ça. Oui, mais des fois, il y a des vieux commerces où il y a eu, etc. Où, les choses sont pas si simples. Ok. Bon, on recentre un peu le sujet. Je vais me tourner vers Nathalie, puisque l'objet de la table ronde, c'est aussi de faire le point sur le contexte réglementaire et les décrets actuels même. Donc, Nathalie, j'aimerais bien que tu nous parles d'un sujet un peu chaud, à savoir le décret tertiaire, qui concerne effectivement les laveries libre-service. Est-ce que je n'arrive pas à le mettre ? Alors oui, je vais essayer de vous faire une présentation assez simple. Ah oui. C'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui, comme l'accessibilité handicapée, à mon sens, n'est pas difficile finalement à mettre en place. Simplement, il faut le prendre, 1, du bon côté, 2, au bon moment. Donc, je vous ai fait un petit sommaire. Donc, le décret tertiaire, c'est quoi ? Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est beaucoup d'économies d'énergie. Ce sont des économies d'énergie. La sobriété énergétique, qui donc, par décret, devient obligatoire. Ça a été reporté à plusieurs reprises parce qu'entre la Covid et beaucoup de choses, son application est beaucoup plus longue que prévu. C'est la raison pour laquelle, je pense, beaucoup de gens ont fait un petit peu l'autruche, et j'en fais partie, qui émane aussi de ce qu'on appelle la loi Elan, dont vous avez sûrement entendu parler. Donc, qui est concerné, finalement, alors jusqu'à présent, c'est 2 types de bâtiments. Les bâtiments hébergeant donc les activités uniquement tertiaires supérieures ou égales à 1000 m² et les habitations mixtes, à savoir en ville, par exemple, un immeuble avec un commerce et des habitations au-dessus. Il faut savoir qu'au moment où Emmanuel Macron a sollicité les 100 Français qui ont donné leur avis, cette superficie de 1000 m² va passer à 500 m². C'est-à-dire que même à 0 m², donc ça veut dire que tout le monde, potentiellement, est concerné. Alors après, il y a des calculs qui sont assez... Je vous ai quand même l'ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. Ça veut dire que, par exemple, si on est dans une unité qui fait plus de 1000 m²
et qu'on n'a pas de parking qui fait 300 mètres carrés, on n'est pas forcément concerné pour le parking. Mais si on est dans une unité de plus de 1000 mètres carrés, le parking de 300 mètres carrés est concerné. Autant vous dire qu'ils ont encore voulu faire très simple et c'est pas du tout le cas. Ça va, vous suivez? Alors, je vais le faire simple, je vais aller juste vraiment à l'essentiel. Mais je vous ai mis quand même des petites annotations à côté. Donc, ce qui est important aussi, Christophe parlait de bail commercial tout à l'heure. Là, en fait, c'est un peu le cœur du sujet. Qui va payer quoi? Parce qu'il y a des mises en conformité qui vont être prévues. Donc, donc d'abord, là, c'est tous les secteurs d'activité déjà, donc on en fait partie. Les objectifs, donc c'est une baisse de consommation qui doit passer de moins 40% en 2030 à moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Autant vous dire que c'est colossal, surtout dans des activités comme les nôtres qui sont absolument énergivores. Donc pour atteindre ces baisses de consommation, il va falloir faire énormément d'efforts et il va surtout falloir bien commencer à définir le dossier. Donc justement, quels sont les objectifs fixés? Alors, le dernier arrêté donc, qui s'appelle Valeur Absolue 3, parce qu'ils sont toujours aussi simples aussi pour donner des noms aux choses, dont la publication donc, est prévue, est attendue, où je pense qu'il y aura les fameux 500 mètres carrés dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait que tout le monde va être concerné. Donc ce périmètre en fait, qui a l'air très compliqué sur une plateforme qui s'appelle Opérate aussi, dont je vais vous reparler plus tard, donc, va nous obliger à déterminer une année de référence. Cette année de référence, c'est l'année de référence de l'énergie consommée qui doit se situer entre 2010 et 2019. Alors concrètement, moi je crois qu'en tous les cas, dans le secteur de la laverie, on a tous fait une très bonne année 2019, donc c'est l'année où on a le plus consommé d'énergie. Donc ça sera probablement, après tout à chacun de définir son année de référence, l'année à déclarer en fait sur la plateforme Opérate. Et pour cela, si vous n'avez pas vos factures, en fait, il y a une obligation des fournisseurs d'énergie de vous donner vos consommations d'énergie ou même Enedis. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, votre année pour vous de référence était, j'en sais rien, 2012, et qu'en 2013, vous avez changé d'opérateur et que vous n'avez plus vos factures de 2012, ça va vous donner du boulot. Voilà. Mais en fait, une fois qu'on a déterminé donc cette année où on a consommé le plus d'énergie, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'année qu'il faut déclarer. On ne peut pas en changer. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Auquel cas, donc, c'est l'année qu'il faut déclarer sur cette fameuse plateforme Opérate. Et ça va enclencher en fait toute la suite du décret. Et ça a l'air simple, un peu compliqué, mais c'est simple en fait. Non, la seule difficulté, c'est vraiment l'année enfin, il faut vraiment prendre un tout petit peu de temps sur l'année de référence. Ça, c'est c'est quand, Nathalie? Septembre 2022. On y arrive. D'accord, septembre 2022. Ouais, septembre 2022. Donc c'est vrai que septembre 2022, c'est bientôt. Donc la déclaration se fait sur la plateforme donc dédiée, mise en place par l'ADEME, le 30 septembre de chaque année à partir de 22, sous peine de sanctions. On va y revenir après. Donc, une fois que ça sera fait, il y aura des petits logos comme ça qui seront attribués chaque année en fonction des améliorations qu'on aura apportées. Alors, dans notre profession, par exemple, moi, j'ai participé à pas mal de réunions. Qui peut le plus, peut le moins. Je pense que une des réponses que j'ai pu donner au ministère de l'écologie, c'est à l'avenir de supprimer le prélavage. Supprimer un prélavage, c'est beaucoup d'énergie en moins. Il va y avoir plein d'aménagements, enfin il y a plein de possibilités en fait. Donc vu de loin, toujours ça paraît compliqué et j'ai même du mal à vous l'expliquer clairement, mais en fait c'est assez simple. Et donc chaque année, on doit progresser en tous les cas. On doit progresser. Ça m'étonnerait que les contrôles soient... il y aura des contrôles bien sûr, hein, mais c'est quand même hyper flou, quoi, parce que le boulanger a d'autres contraintes. Enfin, donc c'est déclaratif. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est déclaratif. Donc c'est exactement comme les normes accessibilité handicapée. Donc voilà les petits logos qui sont assez simples à comprendre. Donc après, vous connaissez votre métier. Hein. Donc réduire les dépenses en énergie, mettre des LED, supprimer le prélavage ou bien régler les machines à laver. Tout à l'heure, nos amis d'Electrolux nous parlaient de connectivité pour connaître la consommation de sa machine, la corriger, c'est l'avenir. Éteindre la lumière la nuit ? Éteindre la lumière la nuit, absolument. Et surtout les LED, ça change beaucoup. Il y a beaucoup de laveries en tous les cas. Alors moi, je parle beaucoup de laverie parce que c'est mon cœur de métier, hein, qui ont encore des vieux néons là et ça consomme énormément.
Donc ça, c'est à tout à chacun de s'y mettre. Donc comme je vous l'ai dit, identifier, donc vous êtes assujetti, de toute façon, c'est même pas la peine de tortiller. Déclarer surtout avant la fin septembre, faire des efforts. Alors voilà, là, il y a un sujet que j'avais un peu anticipé tout à l'heure qui est important, c'est votre bail commercial. Qui va payer quoi? C'est comme les normes accessibilité handicapée. Finalement, on s'est aperçu que les propriétaires bailleurs devaient payer les portes d'entrée des commerces parce que pas de porte d'entrée suffisamment grande, pas de bail, on ne peut pas donner à bail à un locataire. Là, ça va être à peu près la même chose. Et donc, à mon avis, par exemple, si dans une laverie dans le sud de la France qui avait de la climatisation, qui va devoir réduire ou supprimer sa clim et mettre un store, ça sera de l'agencement. Ça reviendra au locataire. Si l'immeuble avait du chauffage collectif qui devient trop cher dans les laveries du Grand Nord ou du Grand Est où il neige, auquel cas il y aura peut-être du chauffage, comment on appelle ça au sol, non pas au sol, récupérateur de chaleur, quelque chose comme ça. Ça sera dans les charges de copropriété, donc tout dépendra du bail, si le locataire perd toutes les charges de copropriété ou une partie des charges de copropriété. À ce sujet, dernier conseil que j'ai à vous donner, en ce moment je vois beaucoup de renouvellement de baux commerciaux où les propriétaires bailleurs essaient d'insérer dans les charges justement les mises en conformité. Il faut systématiquement les refuser parce qu'en plus c'est pas tout à fait en conformité avec la loi Pinel qui est encore autre chose, mais je le vois ça tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des décrets qui arrivent à tout va pour toutes les professions. Pas hésiter à dire non. On va prendre du retard si on accélère. Voilà, je finis. Il y a des sanctions. En cas de sanction, vous n'aurez pas votre petit sticker, ce qui va bien. Vous serez dénoncé. Name and shame. Ça, ça fait jamais plaisir. Et il y aura aussi des sanctions financières, donc 2 500 € pour les personnes physiques et de 7 500 € pour les personnes morales. Voilà. Ce qui est important, je pense, de préciser aussi maintenant, c'est que l'AFL a été partie prenante sur ce dossier. Alors, fait partie des commissions qui sont mises en place par le ministère de la Transition écologique sur ce sujet-là, et que je vous invite bien évidemment, en tant que professionnel, à vous rapprocher directement de l'AFL pour échanger avec eux sur ce sujet très compliqué, mais simple, dans le fond. Oui, non, c'est simple. Ça a l'air compliqué, parce que quand on va sur le site Opérate, on a mal à la tête. Il y a 47 pages, au bout de 2 pages, on pleure. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai synthétisé. D'ailleurs, je peux vous l'envoyer par mail. Et il faut savoir également que la FFPB a fait un recours contre le décret tertiaire pour une application simple de notre métier, à laquelle l'AFL s'est associée. Absolument. Ouais, tout à fait. Donc on arrive au bout de la table ronde. S'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Et dans tous les cas, moi j'ai une question pour Christine. Si on peut avoir le micro, s'il vous plaît. Voilà. Et donc c'est donc Nathalie a évoqué le décret tertiaire. Je vous rappelle que l'enjeu de la table ronde, c'était aussi de vous faire savoir, vous informer sur quels étaient les décrets en cours. Et il y en a un autre qui me paraît important d'évoquer, et c'est sur les microparticules. Oui, il est plus qu'en cours, puisqu'il a été déposé avant de savoir la faisabilité de la chose. C'est-à-dire que vous avez tous entendu parler à la télévision des filtres à microplastique qui vont être rajoutés sur les machines ménagères. Il faut savoir qu'évidemment, les machines industrielles sont concernées aussi. Et toute la difficulté est là. Donc effectivement, Nathalie fait partie de la commission tertiaire, et de mon côté, je fais partie de la commission technique des microfiltres, parce qu'on se rend compte du casse-tête que c'est de rajouter des microfiltres sur les machines, et les machines industrielles où on est censé nettoyer le filtre ou le changer très régulièrement. Donc là, il y a vraiment des ateliers de travail maintenant qui sont en place, pour lesquels on participe, avec des fournisseurs de machines également, pour trouver une solution, parce que c'est en 2025 que toutes les machines qui seront vendues devront être équipées. Alors, les machines que vous avez actuellement ne seront pas concernées, mais toutes les machines que vous achèterez à partir de 2025 devront être équipées. Et nous, on est en train de négocier que ce ne soient pas les machines industrielles qui soient équipées, mais que la laverie soit équipée, c'est-à-dire de mettre une batterie de filtres. En fait, on essaie de trouver une solution qui soit la plus faisable possible, la moins coûteuse possible. Voilà, donc on est sur ce sujet-là aussi. Moi, je m'arrête parce qu'on est très bavard, surtout. Non, mais il n'y a pas de problème. Après, il y a un stand sur lequel on peut continuer à échanger, donc il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions?
Bon, bah, On a voilà. que des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Non, mais c'était important, je pense, de rappeler voilà, le contexte actuel. Et voilà, il se passe quand même des choses et il faut s'y préparer. Donc voilà, c'était tout l'enjeu de cette table ronde. Donc je remercie nos intervenants et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Et bonne fin de forum.